C'est l'heure de l'interview politique de Christophe Barbier. Christophe, bonjour. Bonjour Léa. Et ce matin, Christophe, vous recevez Sacha Houlié. Sacha Houlié, bonjour. Bonjour. Député de la Vienne, vice-président de l'Assemblée nationale, et puis en tête du combat contre le séparatisme, autour de la loi pour le renforcement des principes républicains. On va en parler dans une deuxième partie, mais je voudrais commencer par la vaccination, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Par exemple, hier, un accord entre Israël et la Grèce pour des échanges de touristes, pour réouvrir le tourisme avec un passeport vaccinal. Alors, la Grèce a signalé au passage qu'elle souhaitait que l'Union européenne se rallie au passeport vaccinal. Est-ce que c'est votre cas ? D'abord, c'est un projet de loi qu'on avait envisagé, un projet de loi pour pérenniser les régimes d'état d'urgence. C'est quelque chose qui n'est pas en discussion aujourd'hui au Parlement et qui doit pouvoir l'être dans les prochains mois. Le passeport vaccinal, c'est une contrainte nouvelle puisque c'est une mesure restrictive de liberté. Il faudra être vacciné pour circuler et nous ne l'avons pas envisagé comme tel à ce stade. En revanche, pour vivre durablement avec le virus, c'est une question qu'il faudra poser. Mais on peut le prendre comme une liberté supplémentaire. C'est-à-dire, une fois que je suis vacciné, une fois qu'on a des millions de vaccinés, c'est autant de gens qui peuvent reprendre une vie normale et permettre, par exemple, la réouverture des restaurants. On n'a pas voulu le mettre en même temps que la campagne vaccinale. Pourquoi ? Parce que cette campagne vaccinale, on l'a voulu libre et volontaire, et donc on a voulu que chacun donne son consentement à la vaccination. Et pour pas qu'il y ait de méprise, en tout cas pour pas qu'il y ait de confusion entre la campagne vaccinale d'un côté et puis liberté de circulation de l'autre, eh bien, nous n'avons pas voulu mélanger ces sujets, mais à partir du moment où une large partie de la population sera vaccinée, ce qu'on espère à la veille de l'été, ou en tout cas au courant de l'été, eh bien, je pense que c'est une question qu'on pourra poser à nouveau, et donc revenir sur la question du passeport vaccinal, notamment peut-être pour les vacances d'été. Le débat aujourd'hui, c'est sur les musées. Roselyne Bachelot a annoncé que les musées seraient sans doute les premières activités culturelles à rouvrir dès que l'épidémie le permettra. Louis Alliot, maire de Perpignan, proche du Rassemblement national, s'est engouffré dans la brèche. Il veut rouvrir 4 musées. Évidemment, polémique avec le préfet qui demande à la justice d'intervenir. Est-ce que vous condamnez l'initiative de Louis Alliot ou est-ce que vous comprenez que des élus locaux puissent avoir envie de rouvrir des activités culturelles pour leur population ? Moi, je pense que de façon un peu populiste, Louis Alliot, il a cherché à tirer parti d'une situation qui n'était pas celle qu'il a décrite. En réalité, la ministre a dit dès qu'il y aura des crues, alors nous étudierons la façon de réouvrir. Réouvrir dans un délai qui peut être de 3 jours pour les plus petites structures et de 15 jours pour les plus grosses. Et donc cette décrue, elle n'est pas à l'œuvre. Le plateau, il est encore ascendant. On a encore plus de 3000 personnes en réanimation, plus de 22 000 cas par jour. Bref, la situation n'est pas jugulée aujourd'hui. Et puis la météo, malheureusement, qui est un des facteurs d'aggravation de l'épidémie, n'est pas aux bonnes nouvelles. Qu'il y ait des maires, maintenant, qui prennent certaines mesures différenciantes et qui ne participent pas à combattre l'épidémie et qui, même au-delà, entretiennent une certaine confusion, ça n'est pas une bonne nouvelle et ça n'est pas une bonne idée. Donc, nous faisons le nécessaire pour réouvrir dès que ce sera possible, dès qu'on aura une décrue, mais clairement, la décision de Louis Alliot, elle ne participe pas aujourd'hui à permettre bien une réouverture parce que son anticipation, eh bien, elle est plutôt une déréglementation qui n'est pas souhaitable. Sacha Houlié, en plein débat sur la loi dite contre le séparatisme, surgit l'affaire Le Maire, du nom d'un professeur de philosophie à Trappes, qui est menacé parce qu'il dénonce la situation d'emprise communautariste, de pression islamiste dans sa ville, dans son établissement scolaire. Et il est en conflit avec le maire de la ville de Trappes, Ali Rabet, qui l'accuse de dénigrer la cité de Trappes et qui porte plainte. Qu'est-ce que ce combat vous inspire ? Moi, je ne veux pas qu'on focalise la situation séparatiste, en tout cas la situation que nous connaissons aujourd'hui sur le territoire français autour de Trappes. D'abord parce que Trappes fait l'objet d'enquêtes de journalistes, des confrères du Monde qui ont... La communauté, un livre de Raphaël Baquer et Yann Chemin. Qui ont pu l'étudier. Ensuite parce que les dérives communautaires, elles existent. La puissance de l'islam radical, elle existe dans certains quartiers. Elle a donné lieu d'abord à des lois antiterroristes, c'était dès 2017. Ensuite, à une action qu'on dénomme souvent sous des acronymes, donc c'est pas toujours très lisible. Les zones de reconquête républicaine pour ce qui relève de l'action policière. Les dispositions qui sont des dispositions d'action sociale avec l'ANRU, les quartiers politiques de la ville, bref, plein d'actions qui sont regroupées sous des acronymes et qui finalement mobilisent de l'argent de l'État. Et puis, maintenant cette loi. Et cette loi, qu'est-ce qu'elle comporte ? Elle comporte une protection de tous nos services publics, qu'ils soient des services publics assurés directement par l'État ou délégués à des opérateurs comme les transports. Elle comporte une protection des agents, une lutte contre la haine en ligne, une lutte contre les stratégies d'évitement de l'école ou d'éviction de l'école, c'est l'instruction en famille. On va en reparler, mais est-ce que cette loi pourrait protéger Didier Le Maire ? Elle le protégera
pas directement, donc c'est-à-dire ce qui va le protéger directement, c'est la protection policière dont il bénéficie. Mais elle le protégera a fortiori lorsqu'il y aura la création du délit, et qui est l'article 4 de pression communautaire sur les services publics, ça c'est quelque chose qui est protecteur, ou la lutte contre la haine en ligne, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui s'organisent pour lui nuire, comme on l'a vu pour Samuel Paty, l'article 18, eh bien c'est une infraction qui concernera tous les auteurs ou toutes les victimes, et a fortiori toutes les victimes si elles sont des victimes agents de service public ou délégataires d'une mission de service public, ce qui veut dire que si vous avez de la haine en ligne, une stratégie de fatwa qui est mise à l'œuvre, eh bien, les auteurs pourront être poursuivis et poursuivis plus gravement si c'est un professeur, si c'est un policier, si c'est un agent du service public. La loi doit aussi combattre ce que vous appelez l'évitement de l'école, c'est-à-dire je retire mon enfant de l'école pour le confier à une école communautariste. C'est un point qui fait débat parce que beaucoup de familles disent mais nous, nos enfants ne sont pas du tout communautaristes, mais on veut les élever à la maison, on veut les élever en se regroupant à plusieurs familles. C'est l'article 21 de la loi. Qu'allez-vous répondre à ces familles pour qu'elles ne soient pas discriminées ? D'abord, qu'il y a un travail parlementaire qui a conduit à assouplir les règles sur l'instruction en famille. Vous savez qu'il y a 4 critères pour y recourir, que le critère qui a trait à l'intérêt pédagogique de l'enfant a été assoupli, que celui pour des raisons médicales le sera également, qu'on peut maintenant faire valoir des opinions politiques, religieuses ou philosophiques pour avoir recours à l'instruction en famille. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que on peut discuter des réalités, mais on peut aussi les regarder à l'aune des chiffres. Or, si vous prenez un département comme le mien, la Vienne, qui n'est pas le plus concerné par les stratégies d'éviction ou communautaristes, en 2018-2019, c'est 60 familles qui avaient recours à l'instruction en famille. En 2020, c'était déjà 200. En janvier 2021, on a 234 familles. Donc ce phénomène, il est très fortement renforcé. Lorsque vous fermez une école qui est un établissement scolaire hors contrat, pour des raisons qui sont communautaires ou qui sont d'influence une religion radicale, l'islam radical, pour ne pas la nommer. Eh bien, vous avez la moitié des enfants de ces écoles-là qui sont enregistrés à l'instruction famille. Donc, il y a bien un sujet, je ne dis pas que c'est tous les enfants, mais il y a bien un sujet. Et puis, dernier point, il y a aussi une stratégie d'évitement scolaire. Or, moi, je crois, comme le dit le ministre, que l'école, c'est bon pour les enfants, et que on doit d'abord chercher par l'école à la mixité sociale, au fait que on puisse tous avoir un parcours ou un destin commun dans la République, et donc on doit limiter ce genre de recours. Est-ce qu'il ne serait pas plus efficace de viser les structures qui récupèrent ces enfants et de viser leur financement ? On le vise aussi. On le vise aussi d'abord parce que pour tout ce qui concerne les associations cultuelles, le contrôle du financement est très largement renforcé avec un régime déclaratoire et un droit d'opposition. Ce régime, il a d'ailleurs été élargi pour partie aux associations de loi de 1901, c'est ce que nous avons étudié hier soir. Et puis, lorsque on est arrivé en 2017, il était plus facile d'ouvrir un bar qu'une école. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Parce que, avec le texte que nous allons voter, les obligations pour ouvrir les écoles, elles sont renforcées, et les contrôles qui sont faits sur les établissements scolaires privés ou hors contrat sont également renforcés avec des fermetures qui peuvent avoir lieu. Ça, c'est l'article que nous étudierons très bientôt, après l'article 21, l'article 23. Est-ce que vous pensez que bouger la carte scolaire, faire de la mixité sociale, ça aiderait à lutter contre cet évitement ? Est-ce que ça ne reviendrait pas à diluer le problème en le rendant moins visible mais pas moins grave ? Ça fait partie des propositions qu'on a faites avec Pierre Persson. Voilà, la lettre envoyée à Jean Castex samedi dernier, on va en reparler. Exactement. Alors, sur ce sujet, c'est moins faire bouger la carte scolaire que d'avoir des mesures assez performantes sur ce sujet. D'abord, vous avez une expérimentation qui a été menée en Haute-Garonne. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pondéré le financement des collèges en fonction des critères de mixité sociale. Et donc, c'est assez simple. On a donné plus d'argent à ceux qu'on avait le plus besoin. Eh bien, cette expérimentation, elle doit être généralisée. Pourquoi ? Parce qu'elle a marché. Ensuite, vous avez toute une réforme de l'éducation prioritaire qui doit être mise en œuvre, qui est retardée, et qui doit pouvoir, à mon avis, être accélérée aujourd'hui. Qu'est-ce que ça concerne ? Lorsque vous avez des difficultés qui sont uniformes, dans des quartiers populaires, vous parliez de Traples, on pourrait parler de Seine-Saint-Denis, tout le monde est aidé. À la limite, pas de souci. Mais lorsque vous avez des zones qui sont comme chez moi à Poitiers, où il y a une forme de mixité sociale à certains endroits, mais pas à d'autres, et là, l'éducation prioritaire, elle est déficiente, parce que pour le coup, on limite les moyens de certains quartiers, alors qu'on devrait pouvoir faire de la différence et donner plus d'argent à certaines écoles. Alors vous l'évoquiez, une quinzaine de députés de la majorité, La République En Marche, des députés qui se veulent attentifs au social, ont écrit samedi au Premier ministre pour réclamer, je cite, un effort global et massif contre les inégalités. Alors d'abord, est-ce que Jean Castex vous a répondu ? Pas encore.
Vous attendez un rendez-vous? Vous attendez une lettre? Vous attendez une réunion de la majorité? On a déjà pris rendez-vous, si vous voulez, parce qu'on sait que des annonces vont être faites dès jeudi par le président de la République sur les quotas dans les grandes écoles et sur la haute fonction publique. Lors d'un déplacement en province à Nantes. Exactement, et donc on a souhaité anticiper ces sollicitations. Alors, sur ce sujet, trois étapes. D'abord, ce qui a été fait et que nous ne renions pas. On a beaucoup parlé du dédoublement des classes, de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire de 6 à 3 ans, ou encore des fonds. Et là, c'est la deuxième étape. Tous les crédits que je vous ai décrits, 3,3 milliards, c'était vendredi dernier annoncé par Jean Castex. Beaucoup pour des acronymes, encore une fois. Je vous parlais tout à l'heure, ANRU, QPV, ZRR. Bon, bref, c'est bien, mais ça ne fait pas une politique qui est très lisible pour nos concitoyens. Non, ça fait un agenda avec des sous. Voilà. Et donc, ce que l'on veut, c'est des mesures qui soient encore plus claires. L'application de la loi sur les logements sociaux en disant si vous êtes immobile, si vous ne construisez pas et si vous décidez pas construire, les amendes pleuvent. L'application de la réforme sur l'éducation prioritaire. La rémunération des stages. L'ouverture de la prime d'activité, c'est-à-dire le complément de revenu pour toutes les personnes à temps partiel, et notamment les étudiants, parce que ça veut dire qu'ils travailleraient un petit peu moins pour gagner des sous, et ils seraient un petit peu plus sur leurs études. Il y a peut-être plus efficace, c'est ce que propose Stanislas Guerini, c'est 10 000 € tout de suite pour les étudiants, c'est une grosse somme. Bon d'accord, c'est un prêt. Voilà, c'est un prêt, et quand vous avez ce type de prêt, vous avez une stratégie qui consiste à transférer sur les personnes qui sont déjà pauvres la charge de leur réussite sociale. Moi, je ne pense que ce n'est pas une bonne idée. Je pense que, d'ailleurs, on peut différencier, on doit donner un peu plus à ceux qu'on a le plus besoin. Par contre, c'est à l'État, aux collectivités publiques, d'assumer la réduction des inégalités. Et donc pas de dire, vous avez finalement une inégalité sur la ligne de départ, vous courez peut-être plus vite, mais vous partez de plus loin. Eh bien, leur dire, vous devez acheter les meilleurs crampons pour pouvoir finalement partir à égalité, je ne suis pas sûr que ça réduise vraiment les inégalités. Alors pour financer tout ça, François Bayrou a une idée, il faudra augmenter les impôts, ça remboursera la dette et puis ça permettra d'investir. Vous êtes d'accord avec lui? Alors là, je regrette pour François Bayrou, mais ça n'est pas la stratégie de la majorité. Il a toujours été dit que sur les impôts, nous n'avions pas d'augmentation d'impôts de prévu. D'ailleurs, nous avons précisément fait l'inverse, parce que lorsque les impôts touchent d'abord les classes moyennes, eh bien, ça empêche la progression sociale, et ça, chacun le sait. Nous avons réduit la taxe d'habitation, c'est supprimé. Nous avons réduit l'impôt sur le revenu. Nous avons réduit l'impôt sur les entreprises pour favoriser les embauches et pour favoriser les rémunérations. Il faut continuer. Cette lettre, c'est le début d'une fronde un peu gentille au sein de la République En Marche? Non, pas d'une fronde, mais vous savez, chacun propose. Et ben ensuite, l'exécutif dispose. Mais nous, on ne veut pas être absent de ce débat et on s'est retroussé les manches pour y figurer. Sacha Houlié, merci. Bonne journée. Merci.